d'un couple qui est venu consulter pour une prise en charge en diagnostic préimplantatoire. En effet, madame est la fille d'un homme qui est mort de la chorée de Huntington. Cette maladie génétique est autosomique dominante. Il suffit de recevoir un seul gène muté pour être malade. Et cette mutation est portée par le chromosome 4. C'est une affection neurodégénérative du système nerveux central. Elle se manifeste par des troubles moteurs, cognitifs et psychiatriques qui s'aggravent progressivement jusqu'à la grabbatisation et la détérioration intellectuelle sévère. Le décès survient en moyenne 10 à 20 ans après le début des symptômes. Cette maladie génétique a deux particularités. La première est qu'elle se développe vers l'âge de 40 ans en moyenne. Et la deuxième particularité est qu'elle diffère des autres maladies génétiques autosomiques. En effet, une mutation génétique, quand elle est transmise à la descendance, enfin une autosomique dominante, ne se développe pas toujours chez l'enfant. On en a parlé à plusieurs reprises, il y a une variabilité. Ça peut se développer de façon variable, ça peut parfois ne pas du tout se développer, et ça peut se développer de façon très différente de celle de la maladie des parents ou des collatéraux. Donc la maladie peut se développer à minima ou à l'inverse se développer au contraire très fort. Et en ce qui concerne la chorée de Huntington, quand le patient est porteur de cette mutation, il est certain à 100% de développer la pathologie, ce qui change totalement la donne, et d'une intensité relativement constante. Ainsi, un certain nombre de patients qui savent qu'ils sont à risque d'être porteurs puisque le diagnostic a été fait chez leurs parents, et pas toujours très tôt, c'est-à-dire parfois des familles vivent ça depuis des générations et finalement ne s'en aperçoivent que très récemment, on va dire, où on fait un diagnostic très récent. Eh bien, ces patients ne souhaitent pas savoir s'ils sont porteurs ou pas de cette pathologie. Ils ne veulent pas vivre avec l'idée que peut-être un jour ils vont être comme leur père ou leur mère, malades, ou ils ne veulent pas vivre avec, ils veulent plutôt vivre avec l'idée, l'espoir, que justement ils n'ont pas hérité de ce gène. Donc le diagnostic préimplantatoire permet de retrouver, alors le diagnostic préimplantatoire en général, il permet de retrouver des embryons atteints si on fait un diagnostic direct d'une mutation. Si vous allez regarder si le patient est porteur ou la patiente est porteur de la maladie, de la mutation, ou si elle n'est pas porteuse de la mutation. Mais dans ce cas, on sait si le patient il est porteur ou pas porteur. Or, je vous rappelle que dans cette situation, cette patiente était venue avec un papa qui était porteur. Elle avait donc un risque sur 2 d'être elle-même porteuse et elle ne voulait pas connaître son statut. Donc la loi a quand même permis de faire ce qu'on appelle un diagnostic préimplantatoire d'exclusion. C'est-à-dire que les embryons sont potentiellement atteints et on va éliminer en fait ceux qui sont issus du grand-père, là en l'occurrence du grand-père, malade. C'est-à-dire que c'est porté par le chromosome 4 et si la patiente, quand la patiente va transmettre son chromosome 4 à son embryon, elle peut le transmettre soit celui de sa mère, soit celui de son père. Et donc on éliminera les embryons qui sont issus du chromosome 4 du père malade de la patiente. Pour ce faire, on fait une sorte de cartographie du chromosome, enfin une sorte d'empreinte, comme des empreintes digitales du chromosome qui vont nous permettre de reconnaître que ce chromosome-là, c'est celui du père et ce chromosome-là, c'est celui de la maman. Et ainsi, on pourra déterminer les embryons qui sont issus du grand-parent malade et pouvoir, à ce moment-là, les éliminer. Donc, le médecin qui fait la technique ne connaît pas le statut de cette patiente et la patiente ne connaît pas non plus son statut. Le secret, je dirais, est bien gardé puisque de toute façon, personne n'est au courant de cette anomalie. En ce qui concernait cette patiente, on a donc défini ces sortes d'empreintes chromosomiques du père et de la mère. Et pour ça, on a dû utiliser évidemment des cellules qui appartenaient au père et à la mère. Et ça n'a pas été difficile de les récupérer puisque dans le cadre de
pathologies génétiques, parfois on conserve du sang ou on conserve de quoi finalement conserver l'ADN qui peut permettre des recherches ultérieures sur certaines pathologies. Et en faisant ce test, eh bien, on s'est aperçu que le père de la patiente n'était pas son père. Donc, son risque déjà d'être elle-même porteuse de la pathologie n'était plus. Donc, ma question, et c'est notre question éthique là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, est-ce qu'on dit à la patiente que finalement son père n'est pas son père? Est-ce qu'on fait comme si on ne savait pas et on fait semblant de faire une prise en charge? Qu'est-ce qu'on propose? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous feriez dans cette situation? Alors, la question vous est posée. Donc moi, je peux vous passer le micro si vous avez... C'est difficile de se projeter dans des situations cliniques, hein. Là, on n'est heureusement pas dans une situation où on doit choisir la vie ou la mort ou des choses comme ça. Donc vous pouvez vous exprimer. C'est anonyme, ça ne prête pas à conséquence. Moi, je ne dirais rien, étant donné que son père, qu'il a élevé, était son père très longtemps. Ils ont eu des liens affectifs et peut-être que pour elle, savoir qu'elle n'est pas son père, ça peut changer énormément de choses, du point de vue sentiment, du point de vue de son équilibre. Je ne sais pas. Merci, donc j'ai un mensonge par omission à ma droite. À notre avis, peut-être? C'est pas un avis, je voulais juste peut-être reformuler la question en prenant en considération dans le cas clinique le fait que cette dame n'avait pas voulu savoir si elle était porteuse donc, du gène et donc que manifestement ça l'angoissait très fortement de savoir si elle allait avoir cette chorée qui est manifestement une pathologie gravissime. Donc est-ce que finalement on laisse cette dame continuer de se balader parce que même ne sachant pas si elle est porteuse du gène, elle se promènera toute sa vie avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, avec cette angoisse très très forte, ou est-ce qu'on la laisse donc continuer ce parcours de vie douloureux, certainement, ou est-ce qu'on lui dit sa vérité, à savoir que son père n'est pas son père, ce que peut-être inconsciemment elle sait déjà et qui peut-être lui pèse déjà fortement, puisque les secrets de famille, on sait bien qu'en général, ils sont... quand même pas complètement sans conséquences sur les destinées des personnes. Donc, pour moi, vous l'avez compris, il me semble qu'en plus, les médecins ne peuvent pas, à mon sens, procéder à un faux diagnostic préimplantatoire pour préserver cette dame du fait de cette information. Ça serait un petit peu du paternalisme. Donc, la question du paternalisme se pose très régulièrement en médecine. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui voulait prendre la parole aussi. J'arrive, madame, je cours. Oui, bonjour. J'ai besoin d'une précision médicale. Est-ce que le fait, donc, si vous continuez dans ce mensonge, ça nécessiterait aussi une FIV ou enfin, je veux dire, des gestes médicaux lourds versus elle pourrait concevoir naturellement avec son mari sans avoir à se poser ces questions. Donc il y avait déjà besoin de précision méthodologique parce qu'il y a aussi ça qui pèse, je pense, dans la balance. Et moi, je reviens avec le secret que je trouve très lourd à porter. Donc je ne serai pas en faveur de mentir. Par contre, peut-être se rapprocher aussi de la maman qui est peut-être encore là, puisqu'elle doit connaître ce secret et le porter pour peut-être lui demander d'elle gérer ce secret familial en amont de la médecine et puis d'aller sur la vérité avec vous. Alors, avant de parler, on va donner la parole à d'autres, mais juste pour vous dire que si on décidait de continuer dans le mensonge, ça voulait dire qu'on était obligé de faire une FIV. On n'était pas obligé de leur dire qu'on ne ferait pas le diagnostic préimplantatoire, ça ils pouvaient ne pas le savoir, mais on pouvait faire semblant de l'avoir fait, entre guillemets, et puis faire le transfert comme une FIV classique. Mais donc ça nous obligeait à prendre ce couple pour faire une FIV comme si, voilà. Donc effectivement, c'est effectivement lourd. Voilà, madame. On n'a pas encore eu de pile ou face pour l'instant. Non, en fait, j'avais une question et vous venez d'y répondre, qui était sur les conséquences ensuite sur la poursuite du protocole de procréation, etc. Mais en fait, c'est ce qu'a dit madame qui me fait réfléchir à autre chose, c'est une autre question. En admettant qu'on n'ait pas ce cas de figure, mais que tout simplement vous ayez du coup eu... Est-ce que vous auriez eu forcément l'information sur
la situation de la dame. Admettons que, effectivement, dans le cas d'une personne qui ne veut pas savoir si elle a une maladie, si elle est porteuse du gène, est-ce que vous avez forcément cette information à l'occasion du protocole sur la personne, sur la mère? Et est-ce que dans ces cas-là, et en admettant que la personne n'ait pas le gène, est-ce que c'est pas quand même étrange de ne pas au moins donner cette nouvelle? Voilà, je m'écarte de votre cas de figure là. C'est l'intervention de l'autre interlocutrice qui m'y a fait penser. Voilà. Et quant à la question que vous posez, effectivement, c'est pas la question. Justement, la mutation, on n'aurait jamais su. On aurait juste su qu'elle n'était pas porteuse en fait. Voilà, on aurait dit vous n'êtes pas porteur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le fait d'être passé par une sorte de carte d'identité de ce chromosome pour être sûr de savoir à qui il appartenait, c'est comme ça qu'on l'a su en fait. Donc quelque part, c'est compliqué parce que c'est pas sa demande. Elle n'est pas venue pour savoir si c'était son père ou pas. Elle est venue pour éviter la maladie. Donc ça c'est déjà très compliqué. Et nous avons discuté avec des généticiens, ils ont cette situation plus souvent qu'on ne peut le penser, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent avec des diagnostics ou des situations où ils savent que ce ne sont pas, c'est pas le père, et donc qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est très compliqué. Et pour vous mettre dans la peau du médecin, il faut savoir que le médecin, lui, n'a pas d'autre choix que de trouver une réponse. Indépendamment du fait que je trouve qu'il vaut mieux dire la vérité à la patiente, je voulais vous poser une question en tant que médecin. Est-ce que vous avez l'habitude de faire semblant? Et qu'est-ce que ça provoque pour vous? Alors on va peut-être empiéter un peu sur la table ronde d'après. Alors faire semblant, non. Je pense pas qu'on peut dire qu'on fait semblant. Être plus optimiste dans certaines situations difficiles ou pas forcément, et je pense plutôt à des problématiques de fin de vie ou de cancer. Je pense qu'on a tous un petit peu minimisé ou optimisé un peu des choses parce que parfois ça sert pas forcément toujours à grand chose et que les questions sont pas non plus clairement demandées. Je pense que il y a des gens qui veulent savoir, il y a des gens qui veulent pas savoir, et ceux qui veulent pas savoir, on n'est pas forcément obligé de leur donner une réponse, donc ça c'est une chose, mais faire semblant, non. Peut-être juste pour prolonger cette question du faire semblant, on se pose quand même la question à partir du moment où vous savez de toute façon que ces tests vont déboucher sur ce type de problématique. Vous dites vous-même que ça débouche souvent sur effectivement des situations où vous n'avez pas la maternité ou la paternité attendue. Est-ce que ça pose pas la question de l'information préalable à la femme qui ont fait ce test sur le périmètre du dépistage préimplantatoire? Effectivement, on comprend bien qu'elle se focalise, la patiente, sur la maladie que vous allez éventuellement dépister, mais est-ce que ça ne fait pas partie de la responsabilité du médecin, me semble-t-il, dans le code de déontologie, d'informer sur les autres informations qui découleront du test, indépendamment de la seule découverte de l'anomalie génétique qui est l'objet principal? Alors ça a été en fait notre discussion à la suite de ça, c'est-à-dire on y avait pensé sans vraiment y penser ou peut-être sans y croire trop, puis on s'est confronté à la réalité et au final on s'est dit que peut-être il faudrait a posteriori donner une information plus claire de ce qui peut se passer et donc de savoir ce qu'on pourrait éventuellement être amené à dire à certains de nos patients. Mais pour ce cas-là, ça n'avait pas été fait. Donc on était dans l'inconnu en fait. Moi, c'est plus un avis du coup que je vais donner. C'est si vous n'avez pas le bon père à comparer, vous ne pouvez pas faire la chose qu'on vous a demandé de faire. Du coup, logiquement, vous devez faire ce qu'on vous a demandé de faire. Donc vous devez demander quel est son vrai père et donc avoir ce renseignement pour vraiment lui donner ce qu'elle veut, c'est-à-dire la bonne santé de son futur enfant et des futures générations de sa famille. Donc vous êtes obligé finalement de lui dire la vérité pour pouvoir faire votre travail. Après, les conséquences psychologiques, il y a du mauvais, du bon, quel que soit votre choix, mais il y a d'autres spécialistes qui peuvent l'aider par rapport à ça. Et c'est pas à vous de peser le poids du bien et du mal psychologiquement par rapport au reste des générations futures. Alors je dirais deux choses. La première chose, c'est que par rapport au fait que
on ne connaît pas donc le père biologique, on va dire, de cette femme. Et à moins que ce soit le frère du monsieur malade, le risque que ce monsieur soit aussi porteur de la maladie est quand même assez exceptionnel. Donc le risque est très faible pour cette patiente, ça c'est clair. Et ensuite, malgré tout, on ne peut pas être... vous savez, on est quand même dans une situation où il y a... on est amené à, comme dit madame, on est amené à dire quelque chose à une femme, lui apprendre que son père n'est pas son père. C'est pas rien. Enfin, je veux dire, dans sa vie, c'est une grosse responsabilité. On a aussi le secret médical. On est pris entre deux feux. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Et donc, cette question nous a tenu un long moment en grande discussion pour savoir quelle allait être notre attitude vis-à-vis de cette situation. Il me semble que vous avez dit tout à l'heure que vous aviez trouvé que donc le père n'était pas le père, mais qu'elle n'était pas atteinte par la maladie. Non. Donc peut-être, est-ce que ce ne serait pas ça l'information à lui donner? Non. Je reprends 2 minutes. Je ne peux pas savoir si... Je veux dire, je ne peux chercher que... nous sommes garants, on va dire, de leur dire, voilà, vous faites une demande de diagnostic préimplantatoire sans qu'on fasse le diagnostic si vous êtes porteuse ou pas porteuse. On va juste éliminer les embryons qui sont issus du chromosome issu de votre parent malade, d'accord? Donc nous-mêmes, nous ne saurons pas si vous êtes atteint ou pas atteint. Et donc ça, c'est un contrat de confiance. Donc moi, je ne peux lui dire qu'elle n'est pas atteinte simplement parce que son père malade n'est pas son père biologique, mais c'est tout ce que je peux lui dire. Je peux pas... et de plus, je n'étais pas censée, moi, aller chercher si elle était atteinte ou pas. Donc je ne peux pas... Enfin, aucun d'entre nous ne pouvons lui donner une réponse alors qu'on lui a promis qu'on n'irait pas le regarder. Donc c'est pas possible. Voilà. Ce sera la dernière question ici. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que le père de la patiente savait qu'il n'était pas son père? Ça, l'histoire ne nous le dit pas puisqu'il n'est plus de ce monde. D'accord. Donc maintenant peut-être on peut connaître... Ah ben voilà, alors, j'allais dire, quel était le dénouement? Alors, on avait finalement besoin pour améliorer la technique elle-même, la technique de base, on avait besoin éventuellement de récupérer du sang de la maman de cette femme. Et donc, on lui a simplement demandé de voir sa mère, ce qui était une façon de communiquer avec sa mère et de demander finalement peut-être à sa mère de dire elle-même à sa fille que son père n'était pas son père. Et en faisant cette demande, la patiente nous a expliqué qu'elle avait des frères et sœurs qui, eux, avaient des enfants sans passer par le diagnostic préimplantatoire et donc n'avait pas eu envie de parler à sa famille de sa démarche parce qu'elle ne voulait pas les mettre en porte-à-faux. Ou voilà, il y a beaucoup dans toutes ces pathologies génétiques, il y a beaucoup de culpabilité et toute la famille porte un peu ceux qui sont atteints d'ailleurs comme ceux qui ne le sont pas. Donc c'est quand même un peu complexe. Et donc finalement, sa mère n'était pas au courant de sa démarche et elle a préféré faire le test plutôt que de demander à sa mère de venir faire des tests supplémentaires. Et c'est quand elle a fait son test, elle a juste su qu'elle était négative et elle a pu faire ses bébés spontanément. Voilà. Merci Catherine Rongière pour cette interactivité.